Table ronde, je vous propose de prendre place. Eh bien, on y va. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette table ronde dont le thème c'est donc pas de bascule sans changement du rôle de la régulation. Je suis Arnaud Dumas, je suis rédacteur en chef finance durable à Novetic. C'est un média sur le développement durable et la finance durable. J'espère que vous connaissez, sinon vous pouvez les voir sur novetic.fr ou l'essentiel novetic.fr. Et avec moi, j'ai 4 intervenants de qualité pour cette table ronde. Je vous les présente par ordre alphabétique. Émilie Alberola, juste à côté de moi, qui est directrice Europe du Sud de Decoact, une entreprise spécialisée dans le conseil en décarbonation, que vous connaissez sans doute. Juste à côté, Fabrice Bonifay, qui est le président du C3D, donc le collège des directeurs du développement durable et directeur du développement durable du groupe Bouygues. À côté, on est pile dans l'ordre alphabétique, c'est parfait, Alexandre Rambaud, qui est maître de conférence à AgroParisTech et co-directeur de la chaire comptabilité écologique AgroParisTech, Paris-Dauphine et une autre université dont le nom m'échappe, Reims. Et l'Institut Louis Bachelier, autant pour moi, j'en oubliais. Et enfin, Olivier Rege, qui est expert au centre d'excellence Net Zero de Bureau Veritas. Bureau Veritas, qui est une entreprise que vous connaissez sans doute, qui est spécialisée dans l'audit et la certification. Voilà, donc le thème qui nous rassemble sur le rôle de la régulation, des réglementations, des objectifs pris, des engagements des entreprises. Il y en a eu beaucoup depuis quelques années pour décarboner l'économie. L'accord de Paris est le plus célèbre sans doute. Pourtant, on est encore loin, bien sûr d'atteindre ces objectifs, mais encore moins sur une trajectoire pour atteindre un objectif de décarbonation. Cette bascule, pourtant, elle est nécessaire et on va le voir avec nos invités, enfin nos intervenants. Il y a juste un exemple, les stress tests climatiques de la Banque centrale européenne qui sont sortis la semaine dernière montrent qu'une transition rapide, c'est à la fois moins coûteuse, même si elle est coûteuse au départ, mais moins coûteuse sur le long terme et beaucoup moins risquée, aussi bien pour l'économie et la stabilité financière, que pas de transition du tout, évidemment, et même qu'une transition retardée. Donc, ce qui veut dire que de la régulation, de la réglementation, il va y en avoir besoin. Les entreprises ont évidemment une grosse part à jouer, c'est ce qu'on va voir avec cette table ronde. Et on va commencer tout de suite pour voir de quoi on parle, de quelle efficacité aussi de ces réglementations. Je me tourne vers vous, Émilie. Il y a des réglementations au niveau européen, au niveau national, qui existent depuis longtemps. Vous les avez vues se dérouler, vous travaillez dessus en tant qu'expert de la décarbonation des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà comment elles se sont mises en place et quelle est leur efficacité réelle au final? Bonjour, effectivement, merci Arnaud pour la question, parce qu'effectivement, on sait d'avance que les réglementations aujourd'hui ne sont pas suffisamment ambitieuses, mais pour autant, on a déjà un historique de la mise en place de réglementations en faveur de la décarbonation, même si en Europe, en 2005, on n'avait pas encore ce mot même de décarbonation. Si on remonte un petit peu, effectivement, ça fait déjà 20 ans qu'en Europe, on parle de ce sujet, de la réduction des émissions, notamment avec la mise en place d'une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'industrie lourde, 50% des émissions les plus polluantes, les plus importantes en Europe, émanant des secteurs de l'industrie, de la production de l'électricité. Donc on parle vraiment de l'industrie lourde, bien polluante, la métallurgie, le ciment, le raffinage. Des politiques qui ont mis en place en fait, des objectifs quantitatifs de réduction d'émissions à travers l'Europe par site industriel. Et cette politique climatique, en fait, s'appelle le système européen d'échange de quotas, avec des plafonds d'émissions à respecter année par année. Elle existe donc depuis 20 ans, cette politique. Est-ce qu'elle a été efficace? L'ambition, c'était de réduire de moins 21% les émissions jusqu'à 2020, depuis 2005. Et quand on regarde les résultats juste en termes vraiment bruts d'émissions de réduction, on a atteint moins 43%, moins 40%, près de moins 40%, exactement 38%. Donc les réductions des émissions sont tangibles. En revanche, ce qui est complexe, c'est de savoir, est-ce que c'est la politique, est-ce que c'est la tarification du carbone, le prix qui a émané de cette politique qui a été en faveur, est-ce que c'est pas la crise économique, le Covid qu'on a tous traversé qui a réduit les émissions, est-ce que ce ne sont pas les délocalisations aussi, la mise en place d'autres politiques
C'est assez complexe et en tout cas côté chez Ecoact, on a travaillé à essayer d'identifier le rôle même du prix du carbone qui en moyenne a favorisé à peu près 20% des réductions des émissions, mais ensuite c'est un nombre additionnel de facteurs qu'on conduit à ces réductions d'émissions. C'est très complexe pour le régulateur, à savoir la Commission européenne, pour définir ses objectifs quantitatifs, définir ses trajectoires, puis agréger l'ensemble de ces sites industriels pour savoir si on atteint au niveau macro l'objectif convenu de décarbonation. Ce sont des politiques qui sont aussi complexes à mettre en place sur des secteurs diffus. Donc on parle du transport, du bâtiment. On va expérimenter en Europe la mise en place de cette politique de plafonnement des émissions pour le secteur du transport et bâtiment à partir de 2026, avec une extension de ce système européen du carbone. On va expérimenter aussi en Europe un nouveau type de réglementation, notamment sur les importations du carbone, avec ce qu'on appelle dans le jargon, un nouvel acronyme, le CBAM, donc le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui va rentrer en vigueur en 2026. Donc là, on est vraiment sur des réglementations depuis 20 ans, avec des objectifs de réduction sur des sites industriels. Ce qui a été plus nouveau dans la mise en place de ces politiques, c'est la question de la transparence, avec des nouvelles obligations, au-delà même des sites, vraiment dans une dimension plus large de l'entreprise, comment engager les entreprises au niveau corporate. Et à l'image de ce qui a été fait avec l'accord de Paris, qui oblige les États à être transparents. L'accord de Paris, à l'inverse de Kyoto, ne met pas des objectifs quantitatifs. Au niveau des entreprises, en Europe, on a maintenant, vous le savez à peu près tous, la CSRD qui rentre en vigueur et qui concerne cette année 11 000 entreprises concernées par cette directive du reporting extra-financier. Et puis d'ici 3-4 ans, 50 000 entreprises qui vont devoir répondre de ces obligations de transparence. Quel impact sur celle-ci? Voilà, on n'en est qu'au début de l'histoire, donc à évaluer dans les prochaines années. Sur la décarbonation, vous avez des exemples de comment ça agit au niveau micro, enfin au niveau de l'entreprise, comment ça a transformé ces entreprises, cette réglementation depuis 2005? Alors très clairement, quand on parle du système européen d'échange de quotas, on a un prix qui a émergé de cette politique de plafonnement d'émissions. Ce prix est intégré par les entreprises dans leurs arbitrages. Et donc l'objectif, c'est de décarboner puisque ça renchérit la valeur des énergies fossiles. Donc utiliser du charbon coûte plus cher que du gaz, et voire même de changer complètement le mix électrique, le mix énergétique de l'entreprise et de favoriser des énergies renouvelables. Donc oui, tout le secteur électrique a été fortement incité par cette politique, mais aussi par des politiques liées aux énergies renouvelables notamment. Côté industriel, les autres politiques aussi sur l'efficacité énergétique ont aussi accompagné la politique de tarification du carbone. Mais oui, ça a été incitatif et c'est rentré dans les arbitrages économiques même, dans les plans d'investissement des entreprises. D'accord. Olivier Ray, je me tourne vers vous, donc de Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas connaît bien les entreprises, vous les certifiez, vous les auditez. Comment est-ce que vous pouvez évaluer cette mise en conformité finalement à la réglementation de la décarbonation? Est-ce que vous avez une expérience dessus? Alors, je vais parler en nom collectif, mais je parle très volontiers en nom collectif, puisque en fait le privilège du leader des services de tests, d'inspection et de certification, donc comme les bureaux Veritas depuis maintenant quand même, sur longue date, c'est d'avoir un point de vue privilégié sur le marché dans son ensemble et en particulier sur certains segments. Et effectivement, le point de vue privilégié de Bureau Veritas, effectivement, c'est sur le segment des entreprises de taille intermédiaire. Si on fait je dirais trois segments très schématiques, vraiment les grandes entreprises, en particulier énergivores. Deuxième segment, les ETI, et même si on va trouver des énergivores aussi chez les ETI, et puis le monde de la PME en dessous. Et donc effectivement, le point de vue privilégié de Bureau Veritas est effectivement, permet de tirer quelques conclusions stylisées sur une période de temps qui reste effectivement relativement courte, un petit peu plus d'une décennie, mais une décennie finalement, donc comme Mme Alberola vient de le rappeler, c'est à peu près la moitié du temps qui s'est écoulé depuis la généralisation de la mise en œuvre, du déploiement d'un certain nombre de réglementations
de nature environnementale en général et de décarbonation en particulier. Et de façon très stylisée, les conclusions que l'on peut tirer à l'échelle de Bureau Veritas, c'est que pendant, disons, une décennie, très grosso modo la décennie 2010, et encore une fois en faisant ce focus sur les ETI, on peut considérer qu'il y a un taux de respect finalement des réglementations qui concernent ce segment, très grosso modo à hauteur d'environ la moitié. C'est-à-dire que c'est environ la moitié du segment des ETI qui, montre un respect de l'ensemble des réglementations. Ce qui peut paraître évidemment le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais ce qui est probablement, je dirais, un retour de terrain qui accrédite le fait qu'il y a un certain nombre d'axes à approfondir, aussi bien du côté réglementation que du côté régulation, en faisant bien la différence entre les deux, pour expliquer que des réglementations qui ont une vocation générale et qui normalement ne doivent pas souffrir d'exception, eh bien en souffrent à hauteur d'environ 50%. Donc ça, c'est le premier point. Les réglementations, c'est quel type? C'est l'obligation de mettre en place un bilan carbone, par exemple? Oui, par exemple, mais je dirais c'est l'ensemble là, je parle vraiment au sens générique du terme, mais si on descend un tout petit peu plus dans le détail, on observe que les obligations en matière de maîtrise de l'énergie ont tendance à être mieux respectées. Pour l'instant, je vous livre simplement cette conclusion, sans plus à chercher d'explications, et qu'au moins sur cette décennie passée, les réglementations en matière de comptabilité et de reporting d'émissions de gaz à effet de serre étaient plutôt dans le bas de la fourchette, donc plutôt moins bien respectées. Donc, je dirais, ça, c'est les grandes conclusions stylisées que l'on peut tirer à partir d'une matière quand même très étoffée, et encore une fois à partir d'un point de vue très privilégié, qui est celui de Bureau Veritas. Le point qu'on peut mentionner, mais qu'on doit mentionner de façon avec un peu plus de précaution, mais qui est en rapport avec le titre de cette table ronde, eh bien, c'est qu'il semble que depuis 2 à 3 ans environ, il y ait des signes avant-coureurs de ce que cette stabilité d'un taux de respect d'environ 50% sur la décennie passée soit en train d'évoluer, et évoluer plutôt dans le bon sens. À savoir que, toujours sur le segment des ETI, il semble qu'il y ait un effet d'entraînement qui soit visible, certainement par une sorte d'effet boule de neige qui concerne ou qui implique l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème d'une entreprise, et qui laisse entreapercevoir une évolution vertueuse vers un taux de respect supérieur. Je pense qu'on peut raisonnablement évoquer peut-être des éléments conjoncturels. C'est énergétique, j'imagine. Voilà, puisque effectivement, depuis 2 à 3 ans, et je suis bien placé pour savoir si je fais référence à des travaux antérieurs, on avait été quand même un certain nombre à tirer un petit peu le signal d'alarme sur le fait que la stabilité des marchés énergétiques hérités de longues périodes liées à un ensemble de paramètres, je ne vais pas revenir là-dedans, mais que la stabilité des marchés de l'énergie, à la fois en sécurité d'approvisionnement et en stabilité des prix, n'était absolument pas gravée dans le marbre à la faveur de certaines circonstances. Eh bien, c'est ce qui s'est effectivement matérialisé au cours des 2 à 3 dernières années. Lien de cause à effet probable, c'est que effectivement, tout ce qui est en lien avec la maîtrise des consommations d'énergie, la rationalisation du facteur de production énergie, semble se généraliser de façon beaucoup plus rapide que cela n'a été le cas au cours de la décennie précédente. Et il y a un effet d'entraînement qui, je pense, est connexe et qui est assez, rationnel. C'est que dans le sillage de la prise de conscience accélérée de la nécessité d'une maîtrise accrue de la consommation d'énergie, il y a également des initiatives de plus en plus nombreuses en matière de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de feuilles de route de décarbonation, même s'il faudrait qu'on approfondisse le sujet pour traiter de la complexité et des ramifications de
de ces initiatives en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit une petite évolution, en tout cas sur le segment des ETI. Mais est-ce que ça va assez vite? C'est ça la question qu'on se demande, étant donné l'urgence climatique. Je me tourne du coup vers vous, Fabrice Bonifay. Vous aviez un micro juste là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de toutes ces réglementations et autorégulations sur la décarbonation, sur l'environnement en général? Est-ce que vous pensez, j'imagine que non, qu'elles ont été suffisamment efficaces? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour accélérer le pas, finalement? Vous voulez vraiment que je vous dise, hein? Si possible. Ça restera entre nous, alors, hein? Il n'y a que nous. Ben, ça ne servait à rien. Rien Voilà. du tout? Bah, en fait, on a appris à se peser. Ouais. Alors ça, maintenant, on se pèse. Hein. Donc, on est toujours aussi obèse, mais on se pèse tous les jours. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est se peser moins et courir plus. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est quand même de réduire la taille du tour de taille, quoi, hein. Et même si on se pesait un peu moins, ce ne serait pas très grave. Donc, pensez une minute que l'obligation d'établir un bilan carbone permet de réduire l'empreinte carbone d'une boîte, c'est juste une vue de l'esprit, quoi. Voilà. Quand on est obèse, on sait qu'on doit maigrir, on a besoin de se peser. Et ce qui est important maintenant avec l'arrivée de la CSRD, c'est qu'on passe enfin d'une régulation, enfin, on va voir ce que ça donne, parce que l'année prochaine, c'est l'année prochaine, quelque part d'une obligation de moyens de se peser et une obligation de résultat de réduire. Donc de résultats en termes de la CSRD qui parle du changement climatique, dit qu'il faut qu'on soit à 1,5 degré, faut établir une trajectoire, un plan de transition pour être 1,5 degré en 2030. Donc déjà 1,5 degré, je pense qu'on n'y sera jamais. En 2005. Et certainement même avant 2030. Et donc ce qui va être amusant, c'est les entreprises qui vont devoir mettre en place ces plans de transition, c'est comment elles vont concilier décarbonation de 7 à 8% par an et croissance organique. Ça risque d'être drôle, ça. Ouais. C'est qu'est-ce qui va se passer quand elles vont s'apercevoir qu'elles n'y arrivent pas? C'est quoi les sanctions? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va voir de nouveau là, arriver le chantage à l'emploi. Bah oui, mais si je réduis, voilà, donc toutes les excuses habituelles. Donc, si votre question c'est est-ce que la régulation permet de réduire? Non, en fait, on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre sur la planète qu'en ce moment. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'en 2022. On continue d'augmenter les émissions au même rythme depuis le début de l'ère industrielle. Hein. Les seuls moments où on a réduit de façon un peu significative, c'était les guerres mondiales et le Covid. Et il y a eu un effet rebond monstrueux qui fait que, in fine, et là, il faut rajouter maintenant les incendies de forêt, où le Canada, c'est 14 millions d'hectares, une gigatonne, rien que les feux de forêt au Canada, la superficie des forêts françaises qui ont disparu, et qui rajoute accessoirement un peu de carbone dans l'atmosphère. Donc là, maintenant, si on veut vraiment arrêter de jouer, quoi, c'est rentrer dans une économie de guerre, parce qu'en fait, il n'y a que ça, où l'obligation de mesurer l'empreinte carbone devient très, très accessoire. C'est dire, voilà, de quoi avons-nous besoin, réellement, nous, l'humanité, et qu'est-ce qu'il faut continuer de faire, parce que ça correspond à des besoins vitaux, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête. Et pour ça, on a besoin d'exemplarité de tout le monde. Parce que tout le monde parle de ces sujets, mais qui agit vraiment? On va faire un petit sondage, je m'amuse en ce moment de faire ce petit sondage. C'est qui a pris l'avion à titre personnel pour aller en vacances cet été? Levez la main. Même à ProDurable, on a un pourcentage élevé ben oui, dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es, quoi. Donc le problème, il est là. Il y a un problème d'exemplarité, il y a un problème de cohérence. Et ça sert à quoi de faire toutes ces trajectoires si on n'est pas capable de tenir la promesse? Parce que la crédibilité pour une boîte demain, ça sera de tenir sa promesse. Parce que ce que les boîtes n'ont pas encore complètement compris, c'est que la meilleure assurance vie qu'elles puissent avoir demain pour rester sur leur business, c'est de baisser leur empreinte carbone, parce qu'il n'y aura pas d'économie viable sur une planète qui va devenir invivable. Il y a un phénomène d'actif échoué qui est dangereux, effectivement. Vous parliez d'économie de guerre. Est-ce que vous pouvez expliciter quel type de réglementation ça? C'est une réglementation? Non, d'économie de guerre. C'est une réglementation plus claire. C'est mon voisin de droite, hein, Kerr. Ouais, on va y venir tout à l'heure aussi, oui.
Je vous encourage à lire le plan de transformation de l'économie française, édité par The Shift Project, et qu'on mette en place ça déjà. Et je vous encourage à lire le numéro 2 qui sortira l'année prochaine. Tout est dedans, il faut le planifier. Voilà, on a besoin de planification, on n'a pas besoin de régulation. On a besoin de planifier ce qui est essentiel et pas essentiel. Je crois que c'est dans 15 jours la planification écologique du gouvernement. C'est bien, il est temps de s'y mettre. Et de regarder ce dont on a besoin comme infrastructure, comme type d'infrastructure, comme type d'alimentation, comme type de divertissement. Voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Et puis de s'y tenir. Et ensuite, essayer d'être... Et puis accompagner dans les secteurs non essentiels, il va falloir les reconfigurer. Il faut laisser personne dans le désarroi. Donc il y a des gros plans de formation à opérer auprès des gens qui travaillent aujourd'hui dans des business qui ne devraient plus exister. Parce que je dis souvent, et ça c'est important de le répéter, rien n'est moins efficace que de vouloir rendre plus vert un produit, un service qui ne devrait plus exister. Voilà, donc ça ne sert à rien. Donc il faut avoir cette lucidité-là, et c'est... Ouais. Oui. Donc c'est aussi, les entreprises ont besoin, souvent on dit les entreprises, elles ne veulent pas de régulation. Mais moi je parle, alors je vais prendre ma casquette Bouygues 2 minutes, là, mais qu'est-ce qui a fait progresser le bâtiment ces 15 dernières années? C'est la régulation. Et une régulation plus coercitive, du coup. Très coercitive. Ouais. Quand on a vu arriver la RT 2012 en 2012, alors là, tous les constructeurs, on n'y arrivera jamais, ça va faire exploser les prix. 3 ans plus tard, tout le monde a digéré ça. Et puis tout le monde s'est dit, bah oui, c'est quand même vachement mieux. Et la RE 2020, même sketch, on n'y arrivera jamais. Puis tout le monde se dit, là, mais c'est effectivement un bon vecteur de différenciation, parce qu'il y a ceux qui font l'effort de comprendre comment on peut construire décarboné, puis ceux qui ne le font pas. Et puis, on voit bien que cette régulation, ça nous fait progresser. Personne ne progresse sans contrainte. Donc, il nous faut de la contrainte, mais la contrainte de résultat, pas de la contrainte de reporting. Cette contrainte, je me retourne vers vous, Olivier Reich, comment les entreprises la prennent en compte? Est-ce que vous êtes capable aussi de les assister chez Bureau Veritas? On avait parlé de l'industrie automobile, par exemple, qui a eu aussi une contrainte européenne de réduction de ses émissions et qui a bataillé et bataille encore très ferme contre. Comment est-ce que vous pensez que ces industries peuvent prendre en compte ce genre de contraintes? Alors là, Ma question est trop large. Je vais avoir deux éléments de réponse à votre question. D'abord, le premier point, donc, puisque M. Bonifay met sa casquette Bouygues, moi je peux mettre la mienne Bureau Veritas quelques instants. Notre vision au sein de Bureau Veritas, et singulièrement au sein de Bureau Veritas Solutions, c'est qu'effectivement, mais c'est en filigrane des propos qui viennent d'être tenus, c'est que la différence entre... je dirais l'ère des 10 à 20 dernières années et l'ère qui est en train de s'ouvrir et qui manifestement, je dirais, si on en croit les signes annonciateurs de rupture de tendance, on va passer effectivement du déclaratif un petit peu hors sol à la nécessité d'une approche intégrée de services, en fait, qui partent du conseil jusqu'au déploiement opérationnel de solutions en fait, qui nécessitent une maîtrise technique de l'ensemble des tenants et aboutissants. On vient en fait, d'évoquer les problématiques électriques, donc à travers le mix de production de telle ou telle zone, tel ou tel pays. Très bien, mais ça appartient, c'est en règle générale, sauf cas exceptionnel d'une petite poignée d'entreprises très énergivores, c'est une variable qui est hors contrôle de l'immense majorité des acteurs. Et on pourrait rentrer dans une discussion un petit peu technique sur les tenants et aboutissants relatifs au scope 1, 2 et 3. Peut-être que d'ici un petit peu moins d'une heure, on en aurait l'occasion. Mais notre vision, enfin ma vision, et en tout cas celle que je porte au sein de Bureau Veritas, c'est effectivement que le déploiement, l'atteinte de résultats très supérieurs à ce que l'on a observé au cours d'une période qui commence à être assez significative, de l'ordre d'une vingtaine d'années quand même, ne sera effective qu'en intégrant encore une fois des services qui, au moins jusqu'à présent, ont été traités de façon disjointe, voire pas intégrés du tout. Et encore une fois, je dirais, tracer des courbes SBTI, c'est très bien, c'est assez accessible pour un assez grand nombre d'acteurs. Articuler une courbe d'engagement SBTI avec des variables, la maîtrise de procédés, avec parfois, dans un certain nombre de cas, encore une fois pour les grands énergivores,
pour la maîtrise de mix de production d'énergie endogène. Ça, c'est une autre paire de manches, et on pourrait aussi décliner ça, par exemple, effectivement, dans le secteur du bâtiment, sur la gestion technique du bâtiment, et j'en passe. Donc, je pense que l'avenir, effectivement, appartient à une intégration de services qui, pour l'instant, n'a pas encore vraiment eu lieu de s'exprimer. D'accord. Et le deuxième point, excusez-moi, mais le deuxième point, pour ce qui est de, je dirais, vous avez cité le cas de l'automobile. Alors évidemment, moi, je dirais que au sein de BV, moi, je suis pas mandaté pour poser un diagnostic sur le secteur automobile qui est un peu périphérique par rapport à l'activité centrale de BV. Mais en fait, on peut quand même se poser une question relative à l'optimum qui est adjoint à la réglementation telle qu'elle est construite et mise en œuvre au fil du temps. Ce qui nous attend à horizon 2035, donc c'est une réglementation qui est probablement qui va le plus loin parmi les différents secteurs qui, je dirais, les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et l'optimum qui est relatif à cette réglementation drastique et probablement irréversible, mériterait à mon sens d'être confirmé, puisque si le bénéfice est clair, c'est effectivement la réduction, une contribution assez importante à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre global, mais quand je dis global, c'est à l'échelle fédérale, hein, c'est à l'échelle de l'Union européenne. On utilise assez fréquemment les mots de planète, mais la gouvernance de la planète, ça n'existe pas. Donc il faut toujours replacer ça dans un cadre administratif et politique. Et donc, effectivement, ce qui se met en œuvre sur le volet des transports, ça ressemble effectivement à une économie de guerre. Il faudrait peut-être pas oublier que, enfin, il faudrait peut-être pas que l'Union européenne s'imagine être la seule en guerre pendant que le reste du monde ne l'est pas, parce qu'il pourrait y avoir des coûts relatifs à l'atteinte d'un optimum qui restent quand même parfois un petit peu flous. Du coup, c'est ça qui s'organise justement par la réglementation, c'est ces coûts à prendre, en tout cas par des gouvernements, de prendre en compte ces coûts et de savoir les gérer. Est-ce que le coût relatif à une contrainte subie de mobilité pour une large partie de la population est un coût qui est réellement intégré dans l'optimum? À titre personnel, et ça n'engage que moi, j'en suis pas certain. Il faudrait rajouter le coût d'inaction pour avoir une vision globale. Faire le plus et le moins, en fait. Exactement. Je crois que la bascule... En parlant de coûts, on va se tourner vers vous, Alexandre Rambaud. On a parlé de la méthode CARE, justement, de la comptabilité écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quelques mots ce que c'est? Peut-être que dans la salle, des gens le connaissent, mais ce serait intéressant d'avoir. Et surtout, quel pouvoir de transformation ça peut avoir sur les entreprises? Et on parlait d'économie de guerre. Est-ce que c'est un moyen aussi de mettre en œuvre une économie plus stricte? Oui, alors merci de me donner l'occasion de parler de ça. Merci Fabrice justement d'avoir fait l'introduction. D'autant plus que je parle aussi aujourd'hui, d'ailleurs c'était marqué là au nom du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui, comme son nom l'indique, donc parle de comptabilité sociale et environnementale, mais dans un certain sens, parce que ce qui se passe, hein, c'est que par rapport à et on l'a largement évoqué avant, ces dernières années, voire ces dernières dizaines d'années, il y a eu des montées en puissance de reporting avec de plus en plus d'informations qui ont été demandées. Et effectivement, ça conduit à des choses qui ne sont pas très claires, voire qui ne sont pas très efficaces. Là, dernièrement, j'ai même des collègues qui ont sorti un papier expliquant que le reporting en lui-même ne déclenchait pas véritablement d'action dans la majorité des cas. Donc là, la question du reporting simple, en fait, pose un problème. Et avec aussi cette idée qu'il faudra arriver à avoir une justesse dans le chiffre pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est en fait quelque part à l'opposé même de ce qu'est la comptabilité. Parce que c'est là aussi, et c'est ce qui a été aussi dit par Fabrice, c'est que ce qui est en train de changer au niveau européen, c'est qu'on est en train de basculer dans la vraie comptabilité, dans le vrai contrôle de gestion, dans ce qui se fait réellement dans le monde des entreprises, c'est-à-dire l'idée qu'on a des objectifs, on se donne derrière des plans d'action avec des budgets associés et on intègre ça de plus en plus vraiment dans les méandres de l'entreprise et qu'on fait des connexions entre ce qui est publié à l'extérieur et ce qui doit se faire à l'intérieur. Et donc déjà, ça, c'est une énorme différence qui est en train de se mettre en place. Et la question, c'est que justement, si on veut mettre en place des systèmes comptables donc, adaptés, c'est adapté à quoi ?
c'est adapter. Est-ce qu'on va poser la question de... on veut intégrer en fait par exemple, on parlait du prix carbone avec beaucoup d'interrogations, comme il a été dit, sur est-ce que le prix carbone lui-même est capable en fait d'enclencher une transformation vraiment de l'économie. Et ça, c'est vraiment un énorme point d'interrogation. Ou est-ce qu'on pose directement en fait la question, il y a des objectifs qui sont des objectifs quantitatifs en termes notamment climatiques, mais pas que, biodiversité, etc. Et que littéralement, on doit quelque chose, par exemple, à la planète et aux êtres humains, à partir du moment où, en fait, ils sont utilisés dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est l'idée de dire la comptabilité et tout le système comptable doit être revu pour prendre en compte en fait ces nouveaux enjeux de redevabilité, de dire que si on utilise un écosystème, on doit le rendre en l'état. Si on utilise un être humain, on doit le rendre en l'état, littéralement. Ce qui intègre en fait des notions de bons états écologiques, de décence du travail, etc. C'est ce qui est à la base en fait du système CARE, en fait du projet global CARE, qui signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrée dans les respects de l'écologie, et donc qui est un vaste programme à la fois de recherche, de développement, d'opérationnalisation, et qui est donc défendu par le CERSES. Donc l'enjeu en fait de CARE, c'est justement non plus aussi au passage d'être dans de simples constats en disant il y a potentiellement des urgences ou il faut mesurer des choses, etc. C'est de dire maintenant comment on pilote les choses. Comment est-ce que véritablement on met en place des dispositifs qui soient opérationnels, qui soient connectés d'un autre côté à la science et qui permettent véritablement d'embarquer les entreprises dans des vrais pilotages et des vraies reconceptions des modèles d'affaires, quitte à montrer qu'il faut renoncer à des activités. Donc c'est ça en fait qui définit précisément le modèle CARE. Et j'aurais tendance à dire dans les travaux dans lesquels on est, donc soit au CERSES ou au niveau de la chaire comptabilité écologique, qui travaille sur le volet recherche sur CARE notamment, la question c'est de savoir comment ça s'inscrit avec CSRD. Et je dirais en 2 mots que CSRD c'est le premier pas et que CARE vraiment un horizon justement qui permet de savoir aussi comment orienter les choses. Donc voilà, c'est cet univers-là qu'on traite au niveau du CERSES, de la chaire, et qui est derrière le projet CARE. Et si je comprends bien, on parle de dette avec le projet CARE, enfin la méthode de CARE. On a une dette vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement, du climat, ce que les entreprises ont sans doute du mal à intégrer au départ. Ce qui se passe, c'est que la base de CARE, c'est de dire de toute façon la comptabilité classique repose sur la dette financière. Et la dette, y compris vis-à-vis des actions propriétaires, parce que là, il y a un point qui est très important, c'est que dans la comptabilité telle qu'elle est faite historiquement, par exemple en France, dans l'Union européenne, etc., il y a une séparation stricte entre l'entreprise et les actionnaires, ce qui est une première chose très importante. La comptabilité, par exemple française, historiquement, n'est pas une comptabilité actionnariale, c'est la comptabilité de l'entreprise. Et l'entreprise, en fait, littéralement, a des dettes vis-à-vis des actionnaires propriétaires, et a des dettes vis-à-vis des banques, des dettes vis-à-vis des fournisseurs. Et en fait, toute la comptabilité est là pour montrer justement le niveau de dette, et surtout, à côté de la dette, elle est utilisée, c'est-à-dire qu'une dette est toujours une avance qui sert à quelque chose. Et en fait, c'est une dualité fondamentale. On n'a rien sans rien. On ne peut pas faire tourner une entreprise sans qu'il y ait derrière en fait quelque chose qu'on doit. Et c'est vraiment cette idée qui est dans CARE, c'est de dire ça, c'est le fonctionnement mais fondamental de toute l'économie, historiquement. Je veux dire, c'est la base. Et donc maintenant, de dire... Oui, on fonctionne avec aussi des écosystèmes, avec des êtres humains, mais du coup, il faut intégrer cette dualité. On n'a rien sans rien. On a fait ça pour l'argent depuis très longtemps. C'est assez incroyable qu'on n'ait pas intégré ça pour les êtres humains et les écosystèmes. Donc au-delà de la notion de dette, qui peut éventuellement faire peur directement, malheureusement, en fait, la question, c'est surtout de comment est-ce que fonctionne l'économie et de voir que tout est basé sur des systèmes d'avance et de redevabilité. Et concrètement, comment ça change une entreprise? Parce que je crois que vous avez je sais que vous avez une expérience avec une trentaine d'entreprises, je crois. Comment est-ce qu'elles intègrent cette dette? Comment est-ce qu'elles la remboursent, d'une part? Est-ce que ça transforme leur modèle réellement? Et puis qui fixe le niveau de la dette aussi? Comment on le détermine? Alors oui, très concrètement, on travaille avec de plus en plus d'entreprises, dont certaines de personnes qui sont à côté de moi. Voilà. Et
donc des grands groupes aussi. Voilà. Ah oui, alors ça va de la TPE jusqu'aux grands groupes. Hein. Vraiment, c'est pas du tout ciblé sur, par exemple, uniquement des multinationales ou des PME. Et tout secteur confondu, on travaille beaucoup avec l'agriculture, mais aussi l'industrie, les services, etc. Et là, derrière, vient de terminer le premier cycle de formation certifiante à Caire, qui a été faite par l'Institut l'ICGS, l'Institut en fait, de formation pour la comptabilité et la gestion soutenable, qui est une émanation du CERSES. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une montée en puissance en fait, des entreprises qui sont demandeuses, parce que derrière, ça permet de répondre vraiment à la question de mais comment on pilote. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que il y a toute une méthodologie que je ne vais pas détailler, que vous trouvez à la fois sur le site du CERSES, sur le site de la Chaire, sur aussi le site du WWF, puisqu'on est en collaboration avec eux. Et ce qui se passe, c'est que donc on a une méthodologie qui part en fait à la fois d'une rigueur comptable, parce que c'est ça le point, c'est de partir de la rigueur comptable et du cadre en fait comptable, de dire on peut poser tous les modèles, les changements de modèle à faire qu'on veut. Il y a un moment donné, et c'est pas pour rien que la comptabilité, c'est vraiment le langage, la colonne vertébrale du modèle d'affaires. C'est qu'à un moment donné, on a besoin d'une rigueur, premièrement, qui soit connexe avec aussi une théorie de la valeur, avec quelque chose, en fait, je dirais, global et sérieux, et pas simplement dire dans un coin, on va faire une modification de modèle d'affaires, et en fait, c'est pas du tout cohérent avec les fonctionnements économiques, et on ne sait même pas comment ça va engendrer un fonctionnement macroéconomique. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est par exemple, donc pour fixer les questions de niveau de dette, ça, c'est fondé à la fois sur la science et sur les grands débats, je dirais politiques, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire les grands débats de société actuels. Par exemple, au niveau de la dette sur le climat, on se base sur les budgets carbone. Donc, alors, il y a SBTI, mais il y a d'autres initiatives internationales. L'ONU vient d'en lancer une, par exemple. Et cette notion de bons états écologiques est une notion qui existe en sciences écologiques depuis longtemps, notamment ce qu'on appelle les études d'impact écologique et non pas environnemental, parce qu'il y a une différence entre les deux, se fondent en fait sur cette notion de bon état écologique, qui est elle-même d'ailleurs directement structurée sur les masses d'eau, sur lacs, rivières, etc., dans la directive cadre européenne sur l'eau. Ce qui est très peu connu, c'est-à-dire que c'est une notion qui existe, qui est utilisée en sciences écologiques depuis longtemps, qui est complexe à définir, mais qui est mobilisée au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que le rôle aussi du CERSES, c'est de faire cet accompagnement en termes scientifiques. Et ça me permet de préciser un point, je pense, essentiel là-dedans, c'est que sur toute cette complexité en fait, de données, d'informations, il ne s'agit absolument pas en fait, aux entreprises de le faire tout seul. C'est impossible en fait, de structurer ça. Par contre, il doit y avoir de plus en plus d'accompagnement avec des acteurs qui sont capables de le faire. C'est-à-dire notamment, si on prend pour CSRD, ça serait bien que par exemple l'Agence européenne de l'environnement crée une sorte de guichet unique. On plaide beaucoup là-dessus, on essaye de travailler là-dessus avec la chaire comptabilité écologique notamment, pour qu'il y ait un guichet unique de façon à ce que d'un côté, on ait des scientifiques qui structurent de l'information et que les entreprises puissent aller récupérer ça. Et c'est vraiment ce phénomène d'entraînement qu'on essaye de créer avec le CERSES, et c'est comme ça que fonctionne CARE en fait. Et ça permet de connecter avec le monde de la science et qu'on ne laisse pas les entreprises non plus seules face à mais comment je fais en fait. Et ce qui est intéressant aussi dans le modèle, c'est qu'il ne prend donc pas en compte seulement le climat, mais aussi la nature. Tout est dedans, parce que tout contribue finalement. Oui, c'est le but. Oui. Et Émilie, justement, je me retourne vers vous, parce que c'est aussi quelque chose que vous aviez constaté. Vous êtes spécialisée dans la décarbonation, et vous me disiez que vous aviez rencontré une limite à ça en termes de ce que les entreprises pouvaient arriver à faire pour les objectifs climatiques. Oui, exactement. Alors nous, on accompagne les entreprises à définir leur trajectoire de décarbonation, donc les fameuses SBTI évoquées il y a quelques minutes. Donc c'est définir des trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, d'ici à 2050. Ensuite, en plus, au-delà de la quantification, on qualifie ces trajectoires. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 grands leviers pour décarboner une entreprise. Évidemment, faire évoluer le mix énergétique, le mix électrique, en favorisant les énergies bas carbone et renouvelables. L'efficacité, qu'elle soit énergétique ou ressources, en réduisant au maximum l'empreinte, l'usage de ressources, matières premières, pour produire le même service. Et le 3e levier, c'est la sobriété. Donc, évidemment, réduire la demande, casser ce volumique. Et quand on prend ces 3 leviers, on regarde dans nos trajectoires, on se rend compte avec nos clients qu'on arrive tant bien que mal finalement à 50% de la trajectoire.
en intégrant le progrès continu, en intégrant les ruptures technologiques, donc l'innovation, et en intégrant au max la sobriété. Donc le sujet, c'est comment on reboucle, comment on fait. On arrive à 50% de la trajectoire, comment on va arriver à cette échéance 2050 avec des trajectoires qui doivent réduire à 90% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on constate de notre côté, c'est qu'aujourd'hui, le climat n'est pas un moteur suffisant pour atteindre les objectifs climatiques. Ce n'est pas un moteur suffisant pour transformer, en fait, la transformation nécessaire pour atteindre cet objectif. Et peut-être pour reprendre l'image employée par Fabrice sur le sujet des régimes, perdre du poids, il ne suffit pas de se peser, il ne suffit pas de réduire du sucre, il ne suffit pas d'espacer les repas, il ne suffit pas d'éviter du gras. À un moment donné, il faut réduire, casser le volumique, manger moins, et puis il faut repenser sa vie complète, son hygiène de vie, et identifier aussi les bénéfices et les motivations. Ce n'est pas qu'une histoire de kilos affichés, et réduire des émissions. On a su faire très rapidement pendant la période de Covid, et pour autant on a zéro satisfaction in fine. Il faut repenser évidemment notre économie, notre manière de vivre, de consommer. Voilà. Donc on est vraiment à ce stade-là d'aujourd'hui de la transformation, et de mobiliser tous les leviers pour repenser cette transformation. Fabrice, vous vouliez parler? Oui. On va vite s'apercevoir sur l'histoire de la tenue des trajectoires que ce qu'il faut dire aux entreprises maintenant, c'est ce qui est important, c'est d'arriver à crédibiliser les trajectoires. C'est ça qui leur permettra de garder leur réputation. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Je le répète, la raison d'être des boîtes est essentielle. Si vous faites des vélos électriques, si vous fabriquez des pompes à chaleur, que vous explosiez votre bilan carbone dans les années qui viennent, parce que vous allez en fabriquer plus, c'est pas très grave, si et seulement si vous arrivez à démontrer que grâce à votre activité économique, vous arrivez à faire décroître les émissions de vos clients qui utilisaient avant des systèmes thermiques. Et je pense que de vouloir mettre au régime tout le monde, ça n'a pas de sens. Il faut surtout mettre au régime les entreprises qui continuent de fabriquer des produits qui ne devraient plus exister. C'est ça qui est important. D'où l'importance de la régulation. Donc, et je pense que c'est de vouloir mettre tout le monde à égalité, ça n'a strictement aucun sens. Si vous fabriquez des systèmes d'isolation pour le bâtiment, et quand on sait que quand on a un bâtiment bien isolé, on peut diviser par 3, 4, 5 la consommation d'énergie de fuel ou de gaz, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si Saint-Gobain fait plus de bénéfices, s'il vend plus de produits isolants? C'est pas grave. Donc il ne faut pas aller l'emmerder à réduire son empreinte carbone de 90% sur un produit qui est hyper utile. Donc je pense que cette régulation, tout le monde pareil, ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. On a besoin aujourd'hui d'avoir des trajectoires crédibles, ça c'est évident, mais en fonction de l'utilité sociale de l'entreprise. Et pour expliquer un petit peu différemment ce qu'a fait Alexandre sur cette notion de dette, si on ne veut pas utiliser ce terme de dette qui est un peu négatif, finalement, il faut utiliser le terme de capital. Je le dis tout le temps, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des écosystèmes naturels qui fonctionnent bien. Et au rythme actuel de notre inconséquence, on est en train de dégrader le cycle de l'eau, le cycle du climat, le cycle de la pollinisation, etc. Et on le fait à une vitesse inédite, avec une destruction de la biodiversité qu'on n'a jamais connue. Et on le voit pratiquement dans notre chair, là, aujourd'hui, tous les jours. Donc, de penser qu'il puisse y avoir, dans 10 ans, une économie viable avec une telle inconséquence de comportement de la part de certains, c'est juste impensable. Et donc, ce qui fait peur dans cette histoire, c'est pas cette régulation qui nous tombe dessus. Moi, franchement, ça me fait même pas mal. Ce qui fait peur, c'est le temps qui nous reste pour agir. C'est ça qui fait peur. Donc, chacun doit se regarder dans la glace quand on est dans une entreprise. Oui ou non, est-ce que je fabrique des produits et des services qui sont essentiels, qui répondent aux besoins primaires de la population? Si oui, comment je peux les fabriquer mieux pour émettre moins de carbone? Si par contre, je ne suis pas sur ce type de business, comment dès maintenant, je m'interroge pour essayer de faire autre chose. Sauf que toutes les entreprises ont l'impression de faire quelque chose de vital pour l'économie. Vous voulez qu'on fasse la liste? Quand on les écoute, oui, hein? Non, je comprends bien, mais
si on laisse les entreprises le faire, on a l'impression d'avoir un service vital ou un. Tout l'intérêt, un on en produit revient vital, à la régulation. Je suis désolé, mais de toute façon, ça finira comme ça. de toute façon. Est-ce que la taxonomie verte européenne, c'est pas un outil justement Ça, on voudrait bien. Oui. On voudrait bien. D'ailleurs, c'était fait pour ça, à l'origine. Au départ, c'était ça. Mais c'est comme la CSRD, c'est comme les régulations qu'il y a eu par le passé. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme le code de la route. Hein. Les gens font gaffe certains font gaffe, c'est parce qu'il y a une sanction potentielle. On perd ses points, on prend des amendes, etc. Là, la sanction financière pour les entreprises, pour l'instant, c'est même pas mal, hein, même pas peur. Hein. La sanction réputationnelle, elle peut faire mal, effectivement. Et on va rentrer dans l'ère, c'est ce que je dis moi aux entreprises du réseau C3D, c'est qu'on le voit déjà avec l'utilisation du devoir de vigilance pour attaquer les entreprises pour inaction climatique. Il y en a de plus en plus. Et plus le temps va passer, si on continue comme ça, on va s'apercevoir qu'il ne se passe rien. Et oui, on va rentrer dans une judiciarisation de l'inaction. Et ça, ce n'est pas tant ce que ça va coûter aux entreprises en euros que ce que ça va coûter aux entreprises en réputation et en manque d'attractivité vis-à-vis des gens qui ne souhaiteront pas rejoindre des entreprises qui font du mal, en fait, à la planète. Donc tout ça, c'est latent. Hein. Il y a 42% des jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont éco-anxieux. Il y en a aussi des moins jeunes, j'en connais. Hein. Et ça fait extrêmement peur. Donc on est dans la décennie où soit on bascule dans le bon sens, et on peut encore sauver 2-3 trucs pour maintenir le capital naturel au plus haut niveau d'efficience. Et pour maintenir ce capital naturel au plus haut niveau d'efficience, eh bien, il faut intégrer, et Alexandre a 1000 fois raison, il faut intégrer dans les coûts de fabrication des services et des produits les coûts de maintien de la bonne préservation du capital naturel. Et ces coûts de maintien, aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans les bilans. Ils ne rentrent pas dans les bilans. Donc, je le dis souvent, une entreprise aujourd'hui compte ce qu'elle gagne, mais elle ne compte pas ce qu'elle doit. C'est pour ça, aujourd'hui, que certaines gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et là, on va voir vraiment les entreprises, celles qui vont arriver à faire ça, seront les entreprises véritablement les plus performantes, parce que gagner de l'argent en pillant le vivant et en polluant, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que ça veut dire aussi que la comptabilité écologique, ça permet à la fois aux entreprises d'être plus sobres, en fait, d'aller vers la sobriété, mais aussi de savoir déterminer quelles sont les activités et bien sûr, viables ou pas, mais ça permet surtout de bouger, ça n'a pas encore été évoqué aujourd'hui, c'est surtout de faire évoluer le modèle d'affaires. Tout est un problème de modèle d'affaires. Si on est toujours sur un modèle linéaire, volumique, d'économie de la possession, où le but du jeu, c'est chaque année de fabriquer, de fabriquer et de vendre toujours plus de casseroles, on ne va pas y arriver, parce que ça veut dire économie extractive. Alors, il y en a qui vont dire on va faire de l'économie circulaire basée sur les données de sortie des uns, vont devenir dans les autres. Mais c'est du bullshit total. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. L'idée, c'est de fabriquer des produits ultra durables, réparables, qui resteront la propriété des industriels et qui seront mis à disposition des clients utilisateurs sous forme de location pour intensifier l'usage, pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs, pas tous en même temps forcément, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire pour baisser la pression sur les ressources. Parce que ce qui est important, c'est baisser la pression sur les ressources environnementales, les ressources naturelles, pour limiter l'économie extractive. Le but, ce n'est pas de revenir au Moyen-Âge, hein, le but, ce n'est pas d'arrêter d'utiliser les produits, c'est d'en fabriquer moins et de les utiliser plus. C'est de l'économie du service et de circularité aussi. C'est l'économie de la fonctionnalité, et c'est la seule qui est viable dans une économie qui doit prendre conscience aujourd'hui de la finitude des ressources. Émilie, vous, c'est aussi la conclusion que vous aviez. Oui, tout à fait. Aussi, et je ne sais pas si vous le présentez à vos clients chez Oquas. Bien sûr. Le sujet de la sobriété s'impose, mais il fait peur aussi, parce que dès lors qu'on parle de sobriété, on parle de baisse du volume, casser le volumique, et on touche au sujet de la valeur. Comment une entreprise peut continuer durablement à avoir de la valeur en réduisant sa production, les services qu'elle vend à ses consommateurs. Et donc, ça soulève deux chantiers, de problématiques pour les entreprises. C'est repenser ce sujet de la valeur, et donc c'est l'économie de la fonctionnalité, définir des nouveaux modèles d'affaires pour l'entreprise, sortir du volumique en pensant notamment à du service, et puis la pression sur les ressources.
ressources. Et là, on rentre sur un chantier où on analyse l'impact de l'entreprise sur les ressources pour examiner l'impact sur ces ressources, climat évidemment, mais aussi biodiversité, on a parlé de l'eau. Et il faut aussi que l'entreprise, impérativement, examine les impacts de la limitation de ses ressources sur son modèle d'affaires. Et donc, c'est vraiment à partir de là que l'entreprise peut repenser sa raison d'être, in fine. S'inscrire dans le temps, s'inscrire dans ses limites planétaires, repenser sa fonction même dans l'économie et dans ses trajectoires de bas carbone, de visée à 2050 de réduction massive des émissions. Et c'est à partir de là qu'on est capable au sein de l'entreprise de redéfinir, de redonner un élan sur une stratégie. Mais l'exercice, il n'est pas facile. Je pense qu'on est en apprentissage collectif et voilà, on en est là, à déconstruire ce qui a été construit les 60 dernières années pour... Collectif mais accéléré. Exactement. J'en profite, on arrive bientôt à la fin, mais si vous avez des questions, on va les prendre. Je pose peut-être juste une dernière question de mon côté. C'est comment on fait avancer l'acceptabilité de ça par les entreprises. Justement, vous disiez que c'était très compliqué. Je sais qu'au C3D, vous faites de la pédagogie, des nouveaux récits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites? Et peut-être que d'autres intervenants aussi des idées dessus. Alors, on va tester en fait un nouveau mécanisme de compréhension de ces enjeux complexes pour le faire précisément accepter par ce qu'on appelle traditionnellement les parties prenantes. Donc pendant très très longtemps, on avait véhiculé toujours un discours basé sur la science, ce que les scientifiques nous disent depuis 70 ans, et puis ça n'a pas fonctionné. Ils en ont marre de le dire. Cet été, sur Twitter, ils ont été très très rageux, les scientifiques. Oui, on a vu ce que Jean Jouzel a dit. Et donc ça marche pas. Faire peur, ça marche pas. Parler des limites planétaires, ça marche pas. Donc on se dit, qu'est-ce qui nous reste finalement comme moyen de convaincre le plus grand nombre. Et là, on va tester, effectivement, au C3D, on va mettre beaucoup l'accent sur cette histoire de récit. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est des récits. On se raconte des histoires, les religions, etc. Donc, et puis ça marche. Regardez, les catholiques, ça fait 2000 ans que ça marche. Ça n'existe pas et ça marche encore quand même. Donc, ça, je laisse le juge. Voilà. Et ça, chacun pense ce qu'il veut. Comme le Père Noël. Voilà. C'est comme le Père Noël, voilà, c'est des récits. Ça marche bien avec les enfants. Et on se dit, là, il faut qu'on invente le récit de la sobriété, mais pas la sobriété au sens privation, la sobriété au sens mais qu'est-ce qui rend heureux les gens. Voilà. Et ce qui rend heureux les gens, c'est beaucoup plus de liens. Donc une société riche en liens et un peu plus pauvre en biens. C'est du temps libre de passer avec ceux qu'on aime et ce qu'on aime faire. Et en fait, expliquer que finalement, avoir moins d'avoir dans nos armoires, c'est pas forcément une punition à l'heure où on parle simplement, on parle de la fin du monde, à juste titre. Parce que si on passe 530 ppm de CO2, on rentre dans un monde inconnu. Il faut le savoir, on est quand même à 12 ans de ça. 12 ans, ça fait quand même un peu peur. Et donc, comme on sait qu'il va falloir qu'on accepte cette décroissance, il va falloir inventer le narratif de qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs quand ils arrivent dans une boîte. Moi, à ma génération, on dirait, oui, tu vas arriver, tu auras tel salaire, puis tu finiras à tel salaire, tu auras une petite bagnole au début, puis une grosse à la fin, la taille du bureau. Tous ces narratifs-là, tous ces récits-là qu'on a eus, ma génération, on ne peut plus raconter la même chose à nos enfants. C'est pas possible. Donc, on va leur dire, non, certes, tu vas peut-être gagner moins, parce que c'est sûr qu'ils vont gagner moins, même beaucoup moins, mais tu vas faire un boulot qui fait du bien à la planète, tu vas te sentir utile, tu vas travailler plus en équipe, tu vas avoir peut-être plus de temps libre, ça tombe bien, et donc il va falloir qu'on réinvente ces récits-là. Et donc, on veut le faire pour aider, aider les conseils d'administration à comprendre ça, parce que de toute façon, ça va passer aussi par les conseils d'administration, parce que de toute façon, la fête est finie, l'abondance est finie. Donc, déjà commencer, parce qu'un escalier, ça se balaye par le haut, comme disait ma grand-mère, on va commencer par là. Et puis ensuite, on va essayer aussi d'expliquer aux entreprises, au travers les nouvelles définitions des raisons d'être de demain, comment on vend ça aux gens, mais pas simplement aux collaborateurs, à toutes les parties prenantes, contractuelles et non contractuelles. C'est ces nouveaux récits, parce que c'est ça qui va se passer de toute manière. Donc autant le prendre d'un point de vue positif et d'expliquer que les voitures seront plus petites, on ne prendra plus l'avion, on ira en vacances plus près, mais on sera tellement plus heureux, quoi. Voilà. Faut le souhaiter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois qu'il y a des micros de chaque côté, ou en tout cas de ce côté.
et au milieu. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Oui, vous avez un micro juste là. Ou sinon, essayez de le poser, de parler très fort. Je ne vous entends pas. On ne vous entend pas du tout. Ouais. Ouais. S'il y en a. Entreprise régénérative, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nouvelle, là, on est en train, avec ma co-autrice Céline Puffer-Divy, on a commis un livre il y a 2 ans qui s'appelle l'entreprise contributive, qui est quand même le synonyme de l'entreprise régénérative, c'est un peu la même chose. Et on a décidé avec un petit collectif là, d'une dizaine d'acteurs motivés sur la question, d'essayer de cadrer un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Alors, je peux vous garantir qu'il y aura la méthode CARE, hein, ça c'est sûr et certain, mais il y a d'autres ingrédients. Hein. Pour faire des crêpes, il faut plusieurs types d'ingrédients, puis les mélanger dans le bon sens. Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises et on va essayer de définir un cadre méthodologique. Peut-être qu'un jour, moi, je pousse pour que ça devienne même une norme ISO. Voilà. Mais bon, je ne suis pas le seul à décider. Pour aider les entreprises à avoir une méthode. Parce qu'un but sans méthode, je le dis souvent, est un non-sens. Il nous faut une méthode au bout d'un moment dans les entreprises. Quand ils vont commencer à comprendre que de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça, ils vont dire OK, mais comment on fait? Voilà. On aura besoin d'avoir ce référentiel de l'entreprise régénérative, où on va parler bien sûr au fait, la raison d'être de mon entreprise, est-ce que je fabrique, et est-ce que c'est vraiment utile, le modèle d'affaires, le système comptable, le système de management. Donc il y a un certain nombre de planètes à aligner pour qu'on devienne réellement régénératif. Et il faut faire tourner ces planètes, il faut faire tourner ces assiettes tout en même temps. Parce que si on fait un truc puis qu'on ne fait pas le reste, ça ne marche pas. Donc il va falloir qu'on cadre tout ça, comment on mesure, comment on implémente, quels sont les leviers qu'il va falloir qu'on active, les arguments qu'il va falloir donner aussi aux différentes parties prenantes. Mais c'est amusant, c'est un super challenge. Puis on espère qu'avec avec le petit groupe qu'on a constitué, il y a Accès Climate, il y a Lumia, aide-moi un petit peu Agnès, là. L'Institut des futurs souhaitables, il y a la des enjeux, la perma-entreprise. Voilà, on est, je vous dis, une quinzaine de parties prenantes, le C3D bien sûr. Et on va y arriver, parce qu'on va se mettre en mode sprint. Là. On va y arriver. Le temps presse maintenant. Il faut agir et on a besoin d'un cadre méthodologique pour agir. Et c'est ce qu'on va faire. Je vous promets qu'on va faire ça. Émilie, vous vouliez intervenir? Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que EcoAct participe à donc, la CEC, la Convention du climat des entreprises conseil, en faveur justement de l'entreprise régénérative. EcoAct est en train de rédiger sa propre feuille de route. On est pour des méthodes, puisqu'en accompagnant les entreprises, on en a besoin. Et on est aussi super vigilant à pas non plus faire du greenwashing à la fin, parce que du régénératif, c'est très exigeant en termes d'intégrer la nature dans les business models. Et voilà, je suis ravie d'entendre cette initiative, parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu dépassé, malheureusement. Donc, on va arrêter cette table ronde ici. Merci à tous d'avoir assisté assidûment. Merci à nos intervenants surtout. Et puis, à bientôt. Et je vous conseille d'aller voir les autres tables rondes maintenant.